Monsieur. Oui, Christome. On parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale ces temps-ci. C'est vrai. D'ailleurs, ça me surprend agréablement que vous le sachiez. Ça veut peut-être dire que vous m'avez enfin écouté et que vous vous renseignez sur ce qui se passe dans le monde. Non mais même sur les réseaux sociaux ils en parlent, alors on finit par le savoir. Ah, oui, je comprends mieux déjà. Et pourquoi les gens en parlent autant? Parce qu'en mai 2025, on a commémoré les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en Europe. Enfin, même la date du 8 mai est plutôt contestable. Bon, en tout cas, 1945 a été un bouleversement sur beaucoup de sujets. Ah bon? Je vais vous raconter. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles, et suite aux commémorations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est temps de vous faire un petit topo sur ce qui s'est passé en 1945. Parlons-en. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Le Japon n'est pas dans une situation aussi désespérée que l'Allemagne. Elle occupait une grande partie de l'Asie orientale, mais elle essuyait revers sur revers et perdit inéluctablement du terrain. L'Indochine, officiellement française, mais occupée par les Japonais depuis 1941, souffrit d'une grande famine depuis octobre 1944, en partie liée à l'économie de guerre qu'elle était contrainte de subir depuis 1940, sans compter les bombardements américains, la réquisition de nourriture des Japonais et l'insuffisance, voire l'absence de ravitaillement. Cette famine dura jusqu'en mai et causera entre 1 et 2 millions de victimes. Le 3 février, il y eut la bataille de Manille aux Philippines, opposant les occupants japonais aux États-Unis alliés aux résistants philippins. Après un mois de conflit et plus de 100 000 morts, la capitale des Philippines fut libérée des Japonais le 3 mars. Mais la bataille la plus célèbre de cet hiver 1945 fut bien sûr celle d'Iwo Jima. Cette toute petite île japonaise de 21 km² à 1000 km de Tokyo a été bombardée durant des mois par les États-Unis en 1944. Elle était très stratégique, de par ses aérodromes où décollaient les avions japonais. L'assaut commença le 19 février. 22 000 Japonais, mais avec de solides défenses, contre 70 000 États-Unis à découvert. Les 30 000 premiers marines débarquant sur la plage essuyèrent un tir nourri. Mais les Japonais ne pouvaient lutter contre la trop grande supériorité numérique et les bombardements alliés. Très peu se rendirent. 21 000 Japonais moururent sur 22 000 pour 6 000 morts américains. Les survivants purent installer le drapeau des États-Unis sur l'île, cette fameuse photo. Sa place, c'est dans un musée! Le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie et du 15 août en Provence fut définitivement reculé l'Allemagne nazie. Dès lors, la défaite de l'Allemagne apparaissait déjà comme inéluctable. Cela n'empêcha pas les Allemands de continuer la Shoah et le massacre des civils. Jamais les nazis ne tuèrent plus de civils qu'en 1944. Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Toujours est-il qu'en janvier 1945, presque toute la France est libérée, excepté quelques poches allemandes comme à Royan ou Dunkerque. L'épuration avait commencé dès 1944. Femmes tondues, exécutions sommaires et sans jugement le plus souvent, jusqu'à ce que de vrais tribunaux prennent le relais. Les chiffres sont très discutables et encore discutés. Les dernières estimations sont de 8 à 9 000 morts sans jugement, 791 morts avec jugement et 20 000 femmes tondues. Le collaborationniste mort en cellule le plus connu n'est autre que Louis Renault, en octobre 1944. Le 16 janvier 1945, son entreprise est d'ailleurs nationalisée par le Conseil national de la résistance. L'entreprise Renault ne fut de nouveau privatisée qu'en 1996. Les soviétiques avancèrent également, délivrant le tristement célèbre camp d'Auschwitz en Pologne le 27 janvier, avec ses 7000 prisonniers survivants, dont certains venaient d'autres camps et ont été transférés par les Allemands au fur et à mesure que les soviétiques avançaient. Même en 1945, les nazis ont essayé d'exterminer le plus de gens possible. Je ne peux vous parler de l'hiver 1945 sans évoquer la conférence de Yalta. Du 4 au 11 février, le premier ministre anglais Churchill, le vieux président des États-Unis Franklin Roosevelt et le dictateur soviétique Staline se sont réunis en Crimée. La guerre était presque finie en Europe et les Alliés devaient se mettre d'accord sur la suite. Comment s'aider au mieux pour terminer la guerre? Quel sort allait-il réserver à l'Allemagne et au reste de l'Europe? Comment garantir un nouvel ordre mondial sur les cendres de l'ancien? Staline était en position de force. Ses troupes occupaient toute l'Europe de l'Est et n'étaient plus qu'à une centaine de kilomètres de Berlin, bien plus près que les troupes anglaises, et contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'URSS n'avait pas déclaré la guerre au Japon
Dernière puissance de l'Axe encore debout, il monnayait donc son intervention au Japon, qu'il devinait décisive, en échange de l'Europe de l'Est. L'autre objectif était de redessiner les frontières de la Pologne, que Staline voulait communiste. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont accordé à Staline son hégémonie sur l'Europe de l'Est, en demandant cependant qu'il y ait des élections libres, en échange de l'entrée en guerre de l'URSS face au Japon dans les 3 mois suivant la future capitulation de l'Allemagne. Celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Par ailleurs, l'Allemagne serait séparée en 3, Berlin également, l'URSS gardant l'Allemagne de l'Est et Berlin-Est, tandis que les anglo-saxons occuperaient l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest. La 4e part, celle de la France, fut rajoutée ensuite sur les parts anglaises et états-uniennes. Ainsi, les germes de la future guerre froide furent semés. Le 21 février, 6 pays d'Amérique du Sud entrèrent officiellement dans le conflit, en déclarant la guerre à l'Allemagne et au Japon. Mieux vaut tard que jamais. Oh, c'est pas si mal. Évidemment, cette décision est plus symbolique qu'autre chose, le but étant de s'affirmer comme groupe sud-américain uni et de s'affirmer dans le camp des vainqueurs. Pendant que les alliés, français, anglais et états-uniens, franchirent le Rhin et pénétrèrent en Allemagne le 7 mars, l'Argentine se rajouta le lendemain à la déclaration de guerre des autres pays d'Amérique du Sud. Les régimes communistes, bien aidés par les soviétiques, commencèrent déjà à se mettre en place. Le 6 mars, les communistes roumains prirent le pouvoir, et le 7 mars, le maréchal Tito prit le pouvoir en Yougoslavie. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Revenons en Asie voir le recul de plus en plus net du Japon. Après la bataille de la Birmanie centrale, entre les Birmans et les forces alliées d'un côté et les Japonais de l'autre, le 27 mars, les communistes de Birmanie chassèrent définitivement les Japonais de la capitale, Rangoon. Et le 1er avril commença la très meurtrière bataille d'Okinawa, du nom de l'archipel japonais proche de Taïwan. Il faudrait une vidéo entière pour en parler, mais ce fut l'une des plus longues batailles et probablement la plus sanglante de la Deuxième Guerre mondiale en Asie, puisqu'elle dura jusqu'au 22 juin. Cette bataille, à la fois navale, terrestre et aérienne, occasionna 14 000 morts pour les forces états-uniennes et anglaises, contre plus de 77 000 morts japonais, plus de 40 000 à 150 000 morts civiles, dont des familles entières qui se suicidèrent pour ne pas se rendre à l'armée américaine, ou des civils enrôlés de force par l'armée japonaise. Un véritable enfer, ponctué par des assauts kamikazes. Mais la partie la plus connue de ce printemps 1945 resta bien sûr la fin de la guerre en Europe. Les Alliés continuèrent leur progression en Europe, tout s'enchaîna très vite. Le 10 avril, l'armée rouge entra à Vienne, en Autriche. Le lendemain, les prisonniers du tristement célèbre camp de concentration de Buchenwald, au centre de l'Allemagne, furent libérés. Le 12 avril, le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, décéda à seulement 63 ans d'une hémorragie cérébrale. Il fut, et il est encore, le président des États-Unis qui a été le plus longtemps au pouvoir, 12 ans, et le seul qui a été élu 4 fois. Harry Truman, son vice-président, lui succéda et resta président jusqu'en 1953. Le 14 avril, les Pays-Bas furent entièrement libérés de l'Allemagne. Le 15 avril eut lieu la libération du camp de Bergen-Belsen en Allemagne de l'Ouest, malheureusement trop tard pour sa prisonnière Anne Frank, décédée 1 mois auparavant du typhus dans ce camp. Elle n'avait que 15 ans. 10 jours plus tard, le 25 avril, eut lieu la jonction des armées américaines et soviétiques à Torgau sur le bord de l'Elbe. C'est l'Elbe Day, où le front de l'Est et le front de l'Ouest se rejoignirent enfin. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Berlin fut intensément bombardé. Le lendemain, 26 avril, le maréchal Pétain se constitua prisonnier à la frontière franco-suisse. Sans cesse déplacé par les Allemands depuis septembre 1944, le vieux maréchal, 89 ans, revint officiellement pour être présent lors de son procès. Ironie de l'histoire, le lendemain où Pétain quitta volontairement la Suisse, un autre dictateur, mais italien cette fois, ne réussit pas à y accéder. Benito Mussolini fut arrêté tout près de la frontière, dans le village de Dongo. Il fut fusillé par des communistes italiens le 28 avril, avec sa compagne et 16 autres responsables fascistes, et leurs corps furent pendus par les pieds. Le lendemain, 29 avril, Hitler se décida à épouser sa maîtresse, Eva Braun. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Puis il apprit la mort de son allié Mussolini. Enfermé dans son bunker de Berlin, Hitler décida de se suicider. Il fit empoisonner sa fidèle chienne avant de se donner la mort avec son épouse Eva Braun le 30 avril.
Le lendemain, le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels, ainsi que sa femme, empoisonnèrent leurs 6 enfants avant de se donner la mort à leur tour. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Le lendemain, 2 mai, la ville de Berlin fut définitivement prise par les soviétiques et le 5 mai, le Danemark fut entièrement libéré des Allemands. Dès lors, ce qui restait de l'état-major allemand ne put que choisir la capitulation sans condition. Le 7 mai, à 2h du matin, à Reims, le général Jodl signa la capitulation à effet définitif le 8 mai à 23h01, autrement dit, le 9 mai à minuit 1 pour Moscou. Voilà pourquoi la fin de la Deuxième Guerre mondiale est commémorée le 8 mai en Europe, mais le 9 mai en Russie, à cause du décalage horaire. Une seconde capitulation fut signée le 8 mai à Berlin par le feldmaréchal Keitel, le plus haut gradé allemand survivant. La France accueillit cette capitulation avec joie. Une autre rupture de 1945 fut le vote des élections législatives en France, dont le premier tour eut lieu le 29 avril et le second tour le 13 mai. Outre que ce furent les premières élections libres depuis 5 ans, la vraie révolution fut les électeurs, ou plutôt les électrices. Les femmes en France votaient pour la première fois de l'histoire, et ce grâce à l'ordonnance du 21 avril 1944, rédigée par le Comité français de libération nationale et confirmée par l'Assemblée consultative provisoire qui était installée à Alger à l'époque. Justement, en Algérie, juste après la nouvelle de la capitulation de l'Allemagne, les mouvements indépendantistes algériens en profitèrent pour manifester contre l'occupation française, à Sétif, Guelma et Kerata. Mais les manifestations dégénérèrent en massacre par les autorités françaises qui tirèrent sur la foule. Oui, car la violence n'est pas une solution, c'est la solution. Les affrontements durèrent 1 mois, on estime les victimes algériennes de 5 000 à 30 000 morts, contre 200 Européens. La dernière bataille européenne eut lieu 6 jours après la capitulation allemande, le 14 mai à la frontière yougoslave. 30 000 soldats allemands en pleine retraite essayaient d'atteindre l'Autriche et furent arrêtés par les forces yougoslaves. La bataille de Poliana fit 450 morts avant la reddition des Allemands. Ce fut donc le dernier soubresaut de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Le 5 juin à Berlin fut officialisé le statut de l'Allemagne occupée, divisée en 4 zones, et la région de Berlin également. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Les Japonais étaient dans une situation quasi désespérée, ayant perdu presque toute sa flotte fin juillet par le bombardement de la base navale de Koursk par les États-Unis. Mais le pays refusait de capituler. Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Il ignorait que les États-Unis avaient effectué leur premier essai atomique au Nouveau-Mexique le 16 juillet et que le projet Manhattan allait changer le monde pour jamais. Le 6 août, la ville d'Hiroshima comptait 250 000 habitants, peut-être 300 000. L'avion Enola Gay lâcha la bombe atomique surnommée Little Boy à 8h15. 75 000 personnes moururent sur le coup et tout fut détruit dans un rayon de 12 km. L'onde de choc, la température élevée et les radiations se chargèrent de tuer plus lentement des milliers d'habitants. Le président Truman fit une allocution pour révéler au monde ce qui venait de se passer et promettant au Japon un déluge de ruines venant des airs. Deux jours plus tard, l'URSS déclara la guerre au Japon, comme décidé lors de la conférence de Yalta, et commença à envahir la Mandchourie et les îles Kouriles, ces îles qui sont encore un point de discorde entre les deux pays plus de 80 ans plus tard. Et le 9 août, à 11h du matin, une deuxième bombe atomique, au plutonium cette fois, surnommée Fat Boy, fut lâchée sur le port de Nagasaki, ce qui provoqua instantanément plus de 70 000 autres victimes. En comptant les irradiés, les brûlés mourant des suites de leurs blessures et les cancers, on estime le nombre de victimes des deux bombardements à 250 000, presque toutes étant civiles. Pendant ce temps, l'URSS continuait son avancée. 3 jours après Nagasaki, l'armée soviétique s'emparait du nord de la Corée, sans savoir que cela scellerait le sort de ce pays dans la dictature communiste pour plusieurs décennies. Tout se précipita. Le Japon accepta l'idée d'une capitulation par un discours de l'empereur Hirohito le 15 août. 3 jours plus tard, l'Indonésie, ancienne colonie néerlandaise entièrement libérée des Japonais, proclama son indépendance. En Inde, le 19 août, les deux représentants hindous et musulmans, Gandhi et Nehru, demandèrent à l'Empire britannique de quitter les Indes, amorçant le départ définitif des Britanniques et la future guerre entre hindous et musulmans les 2 années suivantes.
Le 28 août, l'armée américaine entra sur l'île d'Honshu pour occuper le Japon, 5 jours avant sa capitulation officielle. Le 2 septembre marqua donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 septembre, l'armée des États-Unis s'empara du sud de la Corée, en accord avec l'URSS. En Indochine, le 2 septembre, le Vietnam proclama son indépendance sous l'impulsion du chef indépendantiste Ho Chi Minh. La France n'accepta pas cette décolonisation et se prépara à entrer en guerre. Oui, la France va enchaîner la Deuxième Guerre mondiale avec la guerre d'Indochine. La Charte des Nations Unies fut signée le 26 juin par 51 États. Il prit ainsi la suite de la Société des Nations, mais elle n'entre en vigueur qu'en octobre. Le 28 juin, la Pologne, occupée par l'URSS, adopta officiellement un régime communiste. C'était la mode à l'époque. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas encore de frontières bien définies. Du coup, du 17 juillet au 2 août eut lieu la conférence de Potsdam entre le président des États-Unis, Truman, le dictateur soviétique, Staline, et les 2 premiers ministres anglais successifs, Churchill, puis Attlee après le 26 juillet. C'est durant cette conférence qu'a été décidée la séparation de l'Autriche en 4 zones, comme en Allemagne, et le redessinage des frontières, en faisant perdre 25% de son territoire à l'Allemagne au profit de la Pologne, dont les frontières furent complètement modifiées. Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Oh mince! L'Allemagne devait appliquer les 5D. Démilitarisation, évidemment, dénazification, en organisant les futurs procès de Nuremberg pour juger les crimes nazis, décartélisation, en détruisant les grands cartels mis en place par les nazis, démocratisation et décentralisation, en donnant plus de pouvoir aux Länder. Cette conférence et ce redécoupage territorial provoqua de grandes vagues d'expulsions et de déplacements de population, surtout allemandes, chassées des Sudètes, de Silésie, pourtant prussienne pendant des siècles, chassées de Prusse orientale, où la capitale de la vieille Prusse, Königsberg, est devenue russe et rebaptisée Kaliningrad. L'exclave russe de Kaliningrad, qui existe encore de nos jours, connaît donc son origine de la conférence de Potsdam. De toute évidence. En France, du 23 juillet au 15 août, eut lieu le procès du maréchal Pétain, accusé de complot contre la sûreté de l'État et bien sûr d'intelligence avec l'ennemi. Il fut condamné à la peine de mort, à l'indignité nationale et à la confiscation de tous ses biens. Étant âgé de 89 ans, sa peine fut commuée en réclusion perpétuelle le 23 août par Charles de Gaulle. Pétain mourut en prison en 1951 à 95 ans. Quant à son ancien numéro 2, Pierre Laval, il a été arrêté en Autriche où il s'était enfui le 31 juillet, ce qui lui a permis de témoigner au procès de Pétain en attendant son propre procès. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. En France, toujours, le Conseil national de la résistance, organisme très à gauche, fondé par les opposants au maréchal Pétain, avait inscrit dans son programme la sécurité sociale. Le gouvernement provisoire de la République appliqua cette proposition. Le 4 octobre, une ordonnance organisa le régime de sécurité sociale, dont la devise est « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». Le régime sera officialisé le 19 octobre. Pendant ce temps, le général Leclerc fut envoyé en Indochine le 5 octobre et le général Massu le 24. Pour en revenir à Pierre Laval, le numéro 2 du régime de Vichy, son procès eut bien lieu du 5 au 10 octobre, accusé des mêmes crimes que Pétain. Il fut lui aussi condamné à mort et exécuté le 15 octobre, après avoir tenté de s'empoisonner pour éviter le peloton d'exécution. Le 21 octobre, en France, eut lieu les élections constituantes. Le patronat ainsi que les anciens partis de droite des années 30 étaient complètement discrédités pour avoir collaboré avec les nazis, alors que la classe ouvrière a constitué la majorité des résistants, en particulier les communistes. Même si, rappelons-le, l'URSS s'était alliée à l'Allemagne nazie de 1939 à 1941. Bref, la gauche avait le vent en poupe, mais également les centristes et les gens de droite qui s'étaient ralliés à De Gaulle et qui ont fondé le MRP, Mouvement républicain populaire, même si officiellement, ce parti ne se disait ni de gauche ni de droite, mais simplement résistant. Parce que oui, la majorité des résistants étaient de gauche, et la majorité des collaborationnistes étaient à droite, mais attention, ce n'était en aucun cas une généralité. Il a existé des collabos venant de la gauche, et de grands résistants venant aussi de la droite. Ouais, c'est pas faux. Quoi qu'il en soit, les élections pour une assemblée devant écrire une 4ème république ont mis le Parti communiste français en tête avec 160 députés, devant le MRP, 152, et les socialistes, 142. Le PCF et la SFIO représentaient donc à eux deux 50% des sièges.
De Gaulle fut nommé président du gouvernement provisoire de la République le 3 novembre, mais il entra en conflit direct avec les communistes pour la constitution du gouvernement. Ce fut le début d'une mésentente qui culminera en 1946. Qui aurait pu prédire ? À l'international, le 10 octobre, en Corée du Nord, le dictateur Kim Il-sung, adoubé par Staline, commença sa longue dictature de 49 ans qui dura jusqu'à sa mort en 1994. La charte de San Francisco, le 24 octobre, jeta les bases de l'ONU. L'UNESCO fut créée le 16 novembre pour favoriser la paix dans le monde par l'éducation et la science. Et le 20 novembre commença le procès de Nuremberg, qui dura jusqu'au 1er octobre 1946. 24 des principaux responsables du Troisième Reich furent jugés. Certainement eu tort de m'embarquer avec tous ces pecnos, ça, je le reconnais volontiers. Et pour la première fois parut le concept de crime contre l'humanité. Moi j'ai voulu faire plaisir, et voilà, ils ont abusé de ma naïveté. Après que les camps d'extermination ainsi que la mort de 6 millions de juifs aient été révélés au monde le 14 décembre. 1945 ne fut donc pas que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce fut oublier bien vite les différents affrontements avant la paix et les bases d'un nouvel ordre mondial qui se posait, celui de l'ONU, celui de l'atome, de la guerre froide et du désir d'indépendance de nombreux peuples. Plus de 80 ans après cette année cruciale, le monde actuel est toujours un héritier de 1945. Il y a plein de pays qui ont fini la guerre pour en redéclencher d'autres. Dont la France, oui. C'est un peu déprimant, monsieur. L'histoire n'est pas faite que de guerre, vous savez. Il ne faut pas oublier l'ONU, la justice internationale, l'apparition du secours populaire, de l'UNESCO et de l'espoir de réconciliation franco-allemande, qui aboutira bien plus tard à l'Union européenne. Et nous, on peut s'unir pour réussir nos évaluations ? Non.